des journalistes, traducteurs, interprètes, diplômés des universités. Il y a beaucoup donc de théories qui ont été développées et que finalement les pays doivent prendre leçon, doivent s'appuyer sur ces... Moi je pense. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Chers lecteurs et fidèles du journal L'Autre Égard, nous sommes aujourd'hui avec notre frère, Cheikh Oustaz Ahmad Adam Soro. Il est journaliste, traducteur, interprète, diplômé des universités arabes. Avec Oustaz Soro, nous allons nous entretenir sur des questions du moment, notamment sur les nouvelles configurations portant sur le monde, et également en Afrique. On voit qu'il y a un bouleversement actuel, la crise russo-ukrainienne, il y a cette crise également à Gaza, avec la Palestine. On peut également remonter un peu vers l'Europe. Donc c'est un peu un chamboulement total en termes de géopolitique mondiale. Quelle lecture ou quelle compréhension les lecteurs de l'autre égard peuvent avoir de cette situation d'une manière globale. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Tout d'abord, je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez au niveau donc de l'autre égard pour que je puisse m'exprimer sur certaines questions en lien avec la géopolitique, notamment la géopolitique moyen-orientale, la géopolitique dans l'Eurasie et bien sûr au niveau de l'Afrique. Dans un premier temps, il faut situer cela dans l'ordre normal des choses. Voilà, quand on est observateur des questions politiques, des questions géopolitiques, on se rend compte que le monde fait face à des développements cycliques. C'est-à-dire chaque cycle répond à une domination d'une nation, d'une civilisation, d'un peuple sur les autres, jusqu'à ce que, bien sûr, son cycle arrive à terme. Là, je n'invente pas la roue, je prends à mon compte l'expression donc, du sociologue arabe Ibn Khaldoun, qui a donc dit que les civilisations et les nations sont comme des êtres humains qui naissent, qui grandissent et qui inéluctablement vont vers leur déclin. Donc c'est ce que nous constatons. Et comme il a dit également dans son introduction à la civilisation, il a dit que l'émergence d'une civilisation, d'un nouvel ordre mondial signifie le déclin de notre ordre mondial quelque part. Voilà. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre ce que nous vivons actuellement. Vous avez naturellement parlé de la crise au niveau de l'Ukraine, qui est en réalité pas l'élément déclencheur, mais l'élément qui a permis au Sud global de comprendre en fait les enjeux. Puisque depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, surtout même la fin de la guerre froide, le triomphe du camp capitaliste sur le camp socialiste, alors on s'est rendu compte que le monde vivait de façon unipolaire. Alors quand on reprend l'expression du, je vais dire donc du penseur, du philosophe américain d'origine japonaise, Fukuyama, qui a parlé donc de la fin de l'histoire. Pour lui, la fin de l'histoire signifie que le monde va se diriger inévitablement vers l'économie de marché, vers les droits de l'homme, vers la démocratie, prônée par l'Occident. Parce que l'Occident donc, a triomphé du reste des systèmes de gouvernance. Mais avec le temps, il a eu une réplique de la part de son concitoyen américain, en la personne donc, de Samuel Huntington, qui a parlé donc du clash des civilisations. Donc qui est en réalité un contre-pied ou l'antithèse, pour ainsi dire,
de la thèse développée par Fukuyama. Alors, donc pour lui, c'est quoi le clash des civilisations? Il a, bien sûr, on n'a pas le temps pour revenir en détail, mais il a cartographié le monde en disant que le monde est régi par des civilisations, par des systèmes de gouvernance et des systèmes de réflexion. Donc, européens, américains, asiatiques, donc islamo-conservateurs, ce sont ses propres termes, et bien sûr africains. Donc, qui pour lui n'est pas en fait la locomotive en réalité. Voilà. Et que finalement, contrairement à ce qu'avait dit Fukuyama, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée parce que l'histoire obéit à une logique donc cyclique, comme je l'ai dit. Donc c'est ce clash des civilisations avancé par Samuel Huntington qui a maintenant ses manifestations. Parce que, comme je l'ai dit, après le triomphe du camp capitaliste sur le camp socialiste après la guerre froide, toute la superpuissance militaire, économique, diplomatique, même culturelle, était donc du côté de l'Occident, incarné par les États-Unis. Mais avec l'émergence de nouvelles forces qui étaient dans l'histoire des forces puissantes, excusez donc de la redondance, et qui, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avaient sombré, reviennent maintenant en force. Je parle donc de la Chine, je parle donc de l'Iran, de la Turquie, qui étaient des forces effectivement civilisationnelles, puissantes par le passé, mais qui avaient connu, n'est-ce pas, une certaine léthargie, bien sûr, merci pour le terme, et que finalement aujourd'hui, à la faveur de ce basculement géopolitique, reviennent sur le devant de la scène. Voilà. Donc c'est ça qui explique en réalité ce que nous voyons. Donc ce n'est pas tout à fait étrange, cela obéit à un ordre cyclique. D'accord. Pensez-vous à un engouement, une sortie pacifique dans un futur proche, ce qui se passe au Moyen-Orient ainsi que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, qui ont des prolongements avec ces mêmes puissances occidentales? Tout à fait. Bon, par rapport à la question ukrainienne, si on se limite aux événements du 22 février 2022, c'est-à-dire la date de l'invasion russe de l'Ukraine, on peut d'emblée donner raison à l'Ukraine. Parce que voilà, c'est un pays qui a été envahi par son géant voisin russe. Mais quand on fait, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause, voilà, qu'est-ce qui a provoqué effectivement cela? Si on retourne un peu en arrière, on fait un flashback, on va se rendre compte que cette crise ukrainienne n'est pas venue du néant. Il y a eu des précédents, notamment quand on retourne dans les années 2014 avec les accords de Minsk, où effectivement, même avant les accords de Minsk, après donc la guerre froide, il avait été clairement signifié à la partie occidentale que l'OTAN ne devait pas s'étendre au niveau de l'Europe de l'Est. Voilà, c'était en fait au moment du démantèlement de l'Union soviétique, et cette question était revenue. Et on avait pris effectivement des engagements, c'était pas écrit certes, mais c'était des engagements fermes que l'OTAN ne devait pas s'étendre au-delà de l'Europe de l'Est et devait être cantonné en Europe occidentale. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui a motivé la création de l'OTAN? C'était en fait pour faire face à ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, qui était en fait une sorte d'alliance militaire qui regroupait les pays de l'Est, aussi qui tournaient dans les girons des pays de l'Est. Maintenant que l'Est, le communisme et puis les autres pays, donc ont perdu la bataille, et que maintenant c'était l'Occident qui était devenu donc le super puissant, qui avait le monopole, n'est-ce pas, de la superpuissance, il n'y avait pas raison que l'OTAN existe, qui devait effectivement être une réponse au pacte de Varsovie. Mais ils n'ont pas tenu parole. Ils ont continué effectivement à avancer les pions, à inclure les pays baltes, donc dans les, comment on appelle ça, dans l'OTAN, ce qui n'était pas effectivement arrêté au moment du démantèlement de l'Union soviétique. Donc qu'est-ce que la Russie avait dit à ce moment, dans les années 2000, il y avait l'Estonie, Lituanie, ces pays-là qui sont rentrés dans l'Union au temps donc de Bush fils. Et à ce moment, la Russie était faible parce que voilà,
il y avait le démantèlement de l'Union soviétique et qu'économiquement ça n'allait pas. On avait des dirigeants tels que Boris Eltsine qui effectivement était la risée pratiquement du monde. C'est à ce moment que Vladimir Poutine a pris le pouvoir dans les années 2000. D'abord il était Premier ministre, ensuite il a été confirmé président. Et là il a dit effectivement que si on ne fait pas attention, on risque de subir en fait un démantèlement. Parce que parmi les grands penseurs idéologues américains, tels que les Brzezinski, ils disent que pour que l'Europe, dans son livre appelé Les Grands Échiquiers, il parle en fait du fait que la Russie devait être dépendante de l'Occident et que pour que la superpuissance américaine soit effectivement incontestée, il faut que la Russie soit maintenue dans une position inférieure. Il faut même carrément aller au démantèlement même de la Russie et empêcher toute alliance stratégique entre la Russie et l'Europe. Donc c'est cette politique qui avait été implémentée et finalement on avait pris un pays comme un bouc émissaire à travers l'Ukraine où clandestinement on continue, n'est-ce pas, à armer des Ukrainiens et à faire du tort à la colonie russe qui était en Ukraine, notamment au niveau des territoires de Donbass, où il y a beaucoup de russophones et qui subissent en fait des humiliations, des persécutions de la part de Kiev. Alors, donc c'est ça qui a amené effectivement les dirigeants européens et russes de l'époque, bien sûr ukrainiens, à signer les accords de Minsk. C'était en présence, n'est-ce pas, du président américain Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel et bien sûr Vladimir Poutine. Et il n'avait pas l'intention même d'appliquer les accords de Minsk. C'est après qu'on a l'impression que c'était en fait une sorte de, qu'on appelle ça, de canular qu'on avait fait pour endormir la Russie et continuer à armer donc l'Ukraine. C'est ça qui a fait qu'effectivement, il y a eu ce qu'on appelait la révolution orange ou quoi, et qui finalement qui a fait partie le président qui était pro-russe et Zelensky donc est arrivé au pouvoir et dès qu'il est arrivé donc il a naturellement adopté une politique agressive vis-à-vis de Moscou et qu'il avait effectivement, les Occidentaux n'ont pas fait mystère de leur soutien de Kiev, ils ont même suscité une vague révolutionnaire, etc. Donc c'est ça qui a fait que il y a eu l'annexion de la Crimée en 2014. Suite à cette annexion, il y a une panoplie de sanctions occidentales qui s'est abattue sur la Russie. Et la Russie a compris qu'il faut qu'elle s'arme davantage. Parce que ça, c'est un début qui allait peut-être conduire à d'autres développements. C'est ça maintenant qui, lorsqu'on a vu que les accords de Minsk n'avaient pas été respectés, alors il a décidé donc effectivement, de lancer son opération spéciale, son opération militaire spéciale à Kiev en février 2022 et qui continue aujourd'hui. C'est ça. D'accord. On va essayer de revenir vers l'Afrique. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, l'Afrique est également confrontée à un certain nombre de problèmes, notamment dus au terrorisme, qui a ses conséquences, on sait déjà. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, les États, aujourd'hui appelés les États de l'Alliance du Sahel. De l'AES, oui. L'AES, alors, qui sont dans un bloc. Alors, on va essayer de comprendre avec vous. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer alors, la sortie de l'AES, de la CEDEAO? Alors, quelles sont les raisons et quelles peuvent être également, je dirais, les implications dans le futur? Très bien. Vous savez, quand on veut aborder une question géopolitique, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une clarification conceptuelle. Voilà. Quels sont les éléments qui entrent dans la définition de la géopolitique? Il y a trois éléments. Il y a d'abord les acteurs. Il y a ensuite le territoire. Hein? Il y a aussi les intérêts. Voilà. Et ces acteurs-là, forcément, comme c'est une variété d'acteurs, il y aura un autre aspect qu'on appelle la rivalité. Donc, si on se positionne ainsi, il est facile maintenant de comprendre
qu'est-ce qui se passe au niveau du Sahel. Parce que le monde étant ce qu'il est, dominé par des grandes puissances qu'on connaît, ce sont ces mêmes grandes puissances qui étalent leurs tentacules un peu partout. Voilà. Donc on peut essayer de schématiser ces acteurs-là en 3 niveaux. Voilà. Il y a les acteurs de premier plan. Voilà. C'est les grandes puissances qui sont membres permanents au Conseil de sécurité, qui sont donc dans les grandes organisations internationales, etc. Eux, il y a maintenant les acteurs du second plan. Eux, ce sont des acteurs qu'on le trouve sur différents théâtres d'opération, mais qui n'ont pas forcément le même background. Voilà. Mais le seul dénominateur commun, c'est qu'ils servent le même maître. Si on prend par exemple au Moyen-Orient, on va en parler, on trouve par exemple qu'il y a un État qu'on appelle Israël, qui s'assoit sur toutes les résolutions de l'ONU, qui fait à sa tête, etc., mais qu'on ne bouge pas. Voilà. Parce qu'il est sûr d'avoir le soutien de l'Occident. Quand on prend par exemple la région des Grands Lacs, avec le Rwanda par exemple, on sait que le Rwanda aussi fait ce qu'il fait parce qu'il est sûr d'avoir un soutien, en tout cas une protection des acteurs du premier plan. Bon, ces acteurs du second plan sont des acteurs interchangeables en fonction du milieu. Mais en réalité, ils obéissent au même maître, qui sont les acteurs, qui constituent les acteurs donc, du premier plan. Maintenant, il y a les acteurs du troisième plan, ou ce qu'on peut appeler les victimes en réalité. Ce sont les populations. Voilà. C'est comme actuellement la population congolaise qui subit les attaques du M23, soutenues par le Rwanda. C'est comme actuellement donc, les populations au Sahel qui subissent les attaques terroristes, soutenues par ce qui, vous savez, les Occidentaux. Et l'Ukraine a clairement signifié que c'est eux qui ont apporté un soutien conséquent aux terroristes donc, de Tizawaten lors de l'attaque d'août 2024. Alors donc c'est pour dire, juillet 2024, c'est pour donc dire qu'en réalité, ce sont les mêmes acteurs. L'intensité de leur action est souvent tributaire du caractère particulier du pays en question ou du territoire en question. S'il y a assez de ressources naturelles, s'il y a assez de dangers, ils intensifient encore les attaques. Voilà. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui, quand on regarde les pays de l'AES là, n'eût été le soutien de la Russie, ça il faut être clair, hein, parce que pour qu'un pays puisse tenir tête, je ne dirais pas oligarchie, mais en tout cas à ces acteurs du premier plan là, il faut un soutien de taille du même acteur. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau du Conseil de sécurité, il y a la Russie qui est là et puis il y a la Chine qui ne sont pas dans le bloc occidental. Donc c'est parce qu'en réalité, il y a la crise ukrainienne là que la Russie aussi a dit moi je vais soutenir les pays indépendantistes qui sont au Sahel parce que si je les laisse, les Occidentaux, notamment l'OTAN, la France, etc., vont venir s'approvisionner en ressources naturelles, se renforcer et venir m'attaquer au niveau de l'Ukraine. Donc, ce n'est pas parce que la Russie nous aime qu'elle nous aide au niveau du Sahel. C'est parce que c'est un enjeu également pour elle. Voilà, c'est pas l'intérêt, c'est un enjeu. Parce que le jeu international est défini par essence par la présence des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, vous n'allez pas voir un acteur s'agiter. Voilà. Donc, ici, comme je l'ai dit, pour comprendre la situation au niveau donc, du Sahel, notamment la sortie de l'AES de la CEDEAO, c'est pas parce que voilà, c'est des bontés de cœur qui se sont levées, non. C'est parce qu'effectivement, il y a eu d'abord l'embargo, le blocus qui est fait sur le Mali. À ce moment, le Mali était tout seul, qui se débattait, il n'y avait pas de soutien. Alors, seul, il a fait face aux sanctions illégitimes de la CEDEAO, aux pressions de la France. Et le Burkina s'est adjoint au Mali. Maintenant, c'est devenu une force. Mais la force n'était pas assez aussi conséquente pour faire face au bloc occidental. Et avec l'entrée maintenant du Niger dans le G, alors on a un bloc vraiment soudé et qui a effectivement un soutien diplomatique de la Russie et un soutien économique et militaire logistique d'autres partenaires, d'autres nouveaux partenaires, notamment l'Iran, la Turquie, etc., la Chine. Donc aujourd'hui, cela nous amène à un phénomène nouveau, bon, pas nouveau en tant que tel, mais en tout cas un phénomène qui est devenu
un sujet important de la géopolitique. C'est ce qu'on appelle le Sud global et l'Occident collectif. Donc le Sud global, c'est l'ensemble des pays qui ne veulent plus se laisser dicter leur conduite par l'Occident. Voilà, dans ça, vous allez mettre la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'ensemble des pays africains. Même l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui, actuellement, malgré les relations qu'elle a avec les États-Unis, commence à avoir une certaine marge de manœuvre dans les actions. On se souvient que lorsque l'ancien président américain Joe Biden avait demandé à ce que les Saoudiens augmentent la production pétrolière pour contrebalancer les prix sur le marché, pour faire mal à la Russie. Mais les Saoudiens ont dit non. Le président américain a appelé le prince saoudien 2 fois, il n'a pas répondu. Il a pris son avion, il n'a pas accueilli à l'aéroport. Ah oui. Oui, avant ça ne pouvait pas se faire, ça ne pouvait pas s'imaginer. Et que voilà, le conflit ou le différend historique qui est entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a été réglé sous l'égide chinoise. C'est ça. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on est effectivement en présence d'une bascule internationale en termes donc, des relations, en termes donc, de la géopolitique, en termes des intérêts. C'est ça.